fraude, fraude sur les contrats dans le secteur public et au sein du gouvernement. La série continue sur les fraudes, la transparence, l'intégrité, l'éthique. Tout le monde sait que dans beaucoup de pays, le gouvernement est un grand gestionnaire de ressources publiques, notamment de ressources financières. Alors, le thème d'aujourd'hui constitue une continuité dans la série que nous avons abordée sur la fraude, la transparence. Nous avions déjà vu les doctrines et décrit un peu les modus operandi sur lesquels on reviendra plusieurs fois, parce que la maîtrise des modus operandi est une condition sine qua non de l'efficacité, de la compétence, des performances d'un investigateur, et donc d'un enquêteur par exemple. Ce module aujourd'hui, il rappelle un peu la définition de la fraude. Nous avons déjà dans les deux premiers thèmes étudié cela en détail. Nous avons mis en ligne aussi une série de publications sur ce thème. Dès l'inscription d'ailleurs, nous avons donné beaucoup de bonus, des ouvrages numériques sur cette problématique des définitions. Nous rappelons seulement qu'il y a l'élément intentionnel. Et donc pour qu'il y ait fraude, il faut qu'il y ait intention de frauder, intention de tromper. Donc la fraude devient le fait d'obtenir un gain, un avantage, mais de façon intentionnelle, il s'agit de tromper autrui. Donc il y a une manœuvre derrière. L'élément frauduleux, il y a une fraude, l'intervention frauduleuse. Pas seulement pour avoir de l'argent, il peut y avoir plusieurs sortes de motivations, de pouvoir. Le pouvoir rend fou, paraît-il, absolument fou, on peut frauder et avoir le pouvoir, pour rester au pouvoir. Donc, les opportunités, nous avons vu le triangle de la fraude, les opportunités, la rationalisation, les pressions que l'on subit, parfois des préoccupations, disons, comme la revanche, les pressions familiales, le milieu social, le fait d'être dépendant d'urgence qu'il faut régler, qu'on n'a pas les mains de régler, la fraude devient une opportunité, par exemple, et on rationalise après on justifie. Donc nous avons étudié ces questions en détail, nous sommes obligés d'y revenir plusieurs fois. L'intentionnalité donc est un levier de base pour définir la fraude, ce qui nous a permis déjà de distinguer la fraude et l'erreur. L'erreur est involontaire, et de distinguer la fraude de la négligence. La négligence peut causer des dommages à autrui, sans pour autant que ça ne soit une fraude. Donc, mais aujourd'hui, notre thème est vraiment très orienté vers les contrats publics, et qui dit contrat public dit achat public. Donc, nous avons ici une perspective qui dépasse la perspective classique latine. Beaucoup de gens en Afrique francophone ont appris beaucoup plus le droit latin sur ces questions que la perspective anglo-saxonne que vous allez découvrir aujourd'hui. Et je pense qu'en tant qu'Africains, nous n'avons pas appartenu, je le dis dans tous les modules que j'ai mis, nous sommes d'aucun bord, nous sommes de plusieurs bords. Et comme disait le premier président sénégalais, nous sommes là pour réinventer, pour réinventer, pour nous inspirer des meilleures pratiques, pour les transformer, pour les réinventer, pour les mettre en œuvre conformément aux attentes de notre population, conformément à notre environnement, etc. Donc aujourd'hui, vous avez une perception beaucoup plus anglo-saxonne qu'une conception latine, par exemple. L'intentionnalité, donc s'agissant des fraudes sur les achats publics, sur les contrats publics, évidemment, généralement, il y a une des parties qui parvient à persuader l'autre. En général ici, un agent public a accepté des pots de vin lors du processus d'approvisionnement. Donc l'influence, souvent derrière la notion de fraude, il y a la notion d'influence. Par exemple, il peut recourir à des entraîneurs externes qui ont soumissionné pour des travaux importants. Et vous savez le cas des collisions, tout ça, sur lesquels on reviendra. Parce que chaque catégorie de fraude dont on est en train de parler aujourd'hui, on les étudiera plus tard une à une, avec les red flags, les processus, etc. Et donc, on peut frauder en faisant intervenir un entrepreneur qui a soumissionné mais qui n'a aucune expérience préalable. Et on peut frauder en travaillant avec des entreprises contractantes, appartenant à des politiciens par exemple, et à des tiers qui n'ont rien à voir avec ces métiers, qui n'ont aucune connaissance du secteur, mais ils sont là pour servir de prête-nom, etc.
Donc, on peut frauder en développant son réseau de relations, de travail avec des partenaires du secteur privé, des individus, des politiciens. Et souvent, les red flags, c'est souvent des gens, quand on regarde très bien, qui sont très bien entraînés et pour ce genre de pratiques frauduleuses. Et donc, nous vous citons ici des documents, aussi des sources documentaires très intéressantes. Et donc, la notion de risque en matière de fraude, etc. Pour réviser un peu, bon, on l'a déjà dit, les stratagèmes de fraude, il en existe plusieurs, le vol, le détournement, les fausses déclarations, les pots de vin, de corruption, fraude sur les appels d'offres, fraude sur les achats, etc. Donc plusieurs types de catégories de fraude, de typologie qu'on va détailler par la suite une à une. Mais donc maintenant, en général, la fraude, le contrat public est basé sur une règle qui est celle de la concurrence. Et donc qui dit que en principe on va choisir le fournisseur le moins disant dans certains pays, ou le mieux disant dans d'autres, et que cet impératif devient la règle de base. Et ce n'est pas toujours le cas. Et ici, nous faisons un peu de benchmarking, nous avons étudié beaucoup de pays et nous en avons tiré certaines conclusions. Et parfois, on peut dire non, on ne retient pas le moins disant par exemple. On retient un fournisseur. Un fournisseur parce que le produit, l'article, n'est disponible que chez ce fournisseur-là. Non seulement il n'est disponible que chez lui, mais parfois il est le seul à avoir la capacité d'en assurer la maintenance, de se conformer aux normes qui sont décrites lors de l'appel à la concurrence habituelle. On peut déroger aux règles dans certains environnements juridiques en évoquant la règle de l'immédiateté. C'est-à-dire que dans la commande, on veut ça tout de suite. Et on ne peut pas nous permettre d'avoir des livraisons, des retards résultant de sollicitations qui sont inacceptables par rapport à cette règle de l'immédiateté. L'urgence, c'est ce qu'on trouve en général dans le droit francophone africain. Et l'urgence, parce que des retards seraient intolérables. Par exemple, les inondations sont là, tenez bien, le coronavirus, la coronavirus dont on parle. Par exemple, ça, l'urgence devient un alibi entre guillemets qui se défend très bien. La légitimité. Par exemple, au pays peut dire, bon écoutez, nous, dans notre contexte géographique, contractuel, politique, juridique, militaire, sécurité, nous pensons que les fournisseurs nationaux sont plus légitimes, ou tel fournisseur est plus légitime. Évidemment, pour faire de telles dérogations, il faut le prévoir dans des textes de loi, etc. Et l'insuffisance. Par exemple, on constate que les autres fournisseurs, ils ont beau faire des offres, les problèmes de conformité, de prix, de qualité, de services après achat, de toute façon, il sera impossible de l'honorer. Ou très simplement, on peut poser des exigences spécifiques qui dictent le choix d'un fournisseur. On peut également choisir un fournisseur en dérogeant aux règles sur la base de justification présumée valider le caractère unique d'un fournisseur. Évidemment, en général, dans des pays, il y a ce genre de réglementation et des preuves matérielles au sujet, une procédure, etc. Évidemment, un pays peut dire moi je choisis des procédures assez expéditives de cette nature parce que cela a un avantage. D'abord, le mode classique qui consiste à une réglementation bureaucratique très compliquée, quelque part inverse ce qui est normal, part d'une hypothèse que tout le monde est corrompu. Alors, puisque tout le monde est corrompu, il
faut mettre en place des procédures contraignantes, etc. Les hommes ne sont pas des anges, comme disait un des pères fondateurs, le fond d'une phase des États-Unis. Si tous les hommes étaient des anges, on n'aurait pas besoin de contrôleurs, on n'aurait pas besoin de policiers, de règlements, etc. L'avantage, le processus d'acquisition est court. Un autre avantage, vous avez un cycle de décision réduit pour attribuer le contrat. Les coûts sont moindres, puisque la durée est longue, les réunions, les déplacements, les carburants, etc. Il y a des coûts induits. Quelqu'un peut dire, le raisonnement consisterait à dire que si un fournisseur est capable de livrer dans un délai aussi court, c'est que quelque part il a un prix qui reflète la même valeur. C'est un homme organisé, il a une entreprise puissante, il a les moyens. Ça peut être un des arguments. Ça peut donner aussi un avantage aux petites et moyennes entreprises d'un secteur du pays. Ça peut pousser donc à améliorer les livraisons des produits et des services, par exemple. Évidemment, il y a des contraintes. Il faut évoluer dans un environnement où l'éthique compte, où on a mis en place des systèmes de contrôle interne et ce qu'aujourd'hui dans les normes de contrôle interne comme le modèle COSO on appelle l'environnement de contrôle. Un problème fondamental, il faudrait des corps de contrôle, des organes de contrôle qui sont capables d'avoir des taux de couverture de contrôle très élevés et de contrôler un échantillon très représentatif des contrats, sans compter les autres activités d'audit ou d'investigation, etc. Il faudrait un management crédible, c'est-à-dire que le processus de contractualisation peut être vérifié et en faisant le tour des tests, des sondages sur des éléments probants, sur des justificatifs, en vérifiant la crédibilité, les pouvoirs des signataires, l'alliance de documents, etc. Des contraintes comme ça. Il y a des pays comme aux États-Unis, vous avez certains États où vous avez dans la législation ce qu'ils appellent un fournisseur préféré. Donc on peut faire un choix sur la base d'un fournisseur préféré. Quand cela existe dans certains pays, c'est pour faire progresser des objectifs socio-économiques. On prend une loi qui autorise à employer à certains fournisseurs de statut de source privilégiée. C'est pas très facile de traduire notamment de l'anglais au français, mais c'est un peu ça. Dans ce cas, l'acquisition des produits ou des services auprès des sources privilégiées est exemptée des exigences légales en matière d'approvisionnement concurrentiel. Donc, des exigences qu'on retrouve habituellement dans les procédures concurrentielles. Ce genre de loi peut aller très loin et requérir des services de l'État, des structures publiques, parapubliques, d'acheter des produits et des services auprès de sources privilégiées approuvées. Donc, ces sources auront des privilèges, une priorité sur toutes les autres sources d'approvisionnement. Et leur méthode d'approvisionnement serait donc privilégiée par rapport aux méthodes habituellement reconnues dans l'environnement. Cela existe. Il n'y a pas donc une méthode universelle. Il n'y a pas que la conception latine que nous connaissons. Et donc, tous les choix doivent se faire par rapport à une stratégie déterminée. Il y a d'autres types d'exemptions liées à l'urgence. Certains contextes juridiques prévoient l'urgence dans les cas suivants, par exemple. C'est parfois beaucoup plus détaillé que ça. Mais parlons des critères significatifs. Un processus d'appel concurrentiel très long serait une menace à la santé, à la sécurité des personnes, des biens, dans des cas d'inondation, d'ouragan, à la préservation des biens ou à une fonction vitale. Par exemple, la recherche. Dans beaucoup d'États aux États-Unis, dans les critères de contact, il y a une certaine flexibilité pour la recherche.
Donc c'est des options stratégiques. C'est pas le contrat en tant que tel qui conditionne, qui dicte, normalement je dis, qui dicte le choix. C'est la vision, c'est la stratégie, l'environnement qui dicte le contrat. On semble ne pas comprendre cela dans l'environnement. Moi, j'ai la chance de faire de 2 écoles anglo-saxonnes et latines. Et j'ai appris des choses totalement différentes. Et mon devoir d'intellectuel, c'est d'avoir l'esprit critique et de ne pas être soumis aux exigences d'un modèle et de décider en fonction des... Ces choix doivent se faire de manière concertée, en impliquant plusieurs personnes, plusieurs parties prenantes, etc. Il y a des dérogations aussi qui peuvent lier de certaines plutôt résulter de certaines contraintes. Par exemple, si on respecte les exigences à la lettre, des exigences très élevées, peut-être qu'il y aurait des problèmes. Pour exécuter le contrat, pour trouver le fournisseur, si on exclurait peut-être les nationaux, etc. Les procédures aussi sont variables d'un contexte à un autre, d'un pays à un autre, d'un environnement juridique à un autre. Et je le répète, je fais partie des gens qui font le plaidoyer de la théorie de la contingence. Comme on trouve cette théorie en management, on vous apprend beaucoup de modèles de management, de Taylor à l'école systémique, etc. Et comme c'est le leadership, on vous apprend toutes sortes de leadership, dictatorial, bienveillant, tout ça. Mais on vous dit, écoutez, il y a une voie médiane, il y a une théorie de la contingence. Les décisions doivent se faire tenant compte de certains impératifs stratégiques, de certains impératifs locaux. Ainsi, dans des pays, on autorise un fournisseur, si on traduit notamment en français, fournisseur unique. Et on considère que lui, ce fournisseur-là, c'est lui, il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est un constat. La concurrence n'a plus de sens. Le processus ne peut plus devenir concurrentiel. On autorise à s'adresser à un seul fournisseur. Et parfois, après avoir sollicité, négocié, fait des enquêtes, on se rend compte que non, c'est lui qui est là, il n'y a personne d'autre. Même au niveau étranger, si vous voulez cette qualité, c'est lui. Et donc, cette procédure, évidemment, a des inconvénients. Ça limite la concurrence totale et ouverte. Mais certaines législations reconnaissent qu'elle est autorisée dans les conditions. Par exemple, suivantes. Lorsqu'une seule entreprise dispose du produit correspondant aux besoins sollicités, lorsqu'une seule entreprise peut faire le travail, lorsqu'il y a urgence inhabituelle et impérieuse, lorsqu'il faut mobiliser et développer des experts nationaux, une expertise nationale, des industries nationales, lorsque c'est prévu par des contrats. Par exemple, les contrats internationaux, parfois créés, ce n'est pas de la concurrence en réalité, malgré les apparences. On vous dit que les entreprises de consultance nationale, par exemple, doivent compétir avec les grands groupes, McKinsey et tout ça. C'est un peu la bataille entre David et Goliath dès le départ. La nécessité donc de mobiliser des experts, prévus par un contrat international, souvent c'est des accords de prêt, etc. La source unique est autorisée ou requise par la loi. Et ça recoupe un peu les autres hypothèses qu'on avait vues de sécurité nationale, d'intérêt public, d'impératifs sociaux, économiques, etc. Pour anticiper un peu sur un aspect qui fera l'objet de sciences très approfondies, ce sont les techniques d'investigation. Je pense qu'on en a déjà parlé dès la deuxième séance. Une autre vidéo est en train d'être finalisée. Aujourd'hui, il y a des techniques très sophistiquées de data mining. On utilise des méthodes d'analyse de données. Et donc, souvent, l'informatique aujourd'hui, et même aujourd'hui, l'intelligence artificielle est à l'ordre du jour pour les investigateurs, pour lutter contre la corruption, détecter les fraudes. Et il y a beaucoup de logiciels qui auparavant étaient fabriqués sur la base de tableurs aujourd'hui appartiennent à une vieille génération d'outils qui vont disparaître. Cette analyse des données va permettre de simuler les risques de fraude et de relocaliser, de diriger l'enquête vers des cibles bien précises. Il y a une vieille technique
très connue, qu'on analyse en profondeur, c'est la méthode des ratios. On compare les tendances entre les bilans, les comptes d'exploitation, on voit comment les stocks varient, quand les stocks varient, est-ce que les prix de vente, est-ce que le chiffre d'affaires augmente ou diminue, etc. Et bon, écoute, on a payé des prix de performance. Est-ce que réellement il y a eu une performance au niveau des bénéfices? On fait des analyses de ratios comme ça, on fait des recoupements. Par exemple, entre les stocks, la trésorerie, la corrélation entre les stocks et les revenus, le chiffre d'affaires, etc. Les fonds de roulement, comment ils évoluent, etc. Et à l'analyse des inventaires aussi, c'est à peu près la même chose. À partir des stocks, on peut faire des corrélations et aller au-delà des stocks, aller dans les prix de revient, aller dans le comportement du chiffre d'affaires, etc. Donc là, effectivement, on a un cours sur 1, 2, 3 séances très développées et avec des vidéos en ligne très détaillées. Souvent, l'analyse reste à parfaire. Dans les milieux où j'ai évolué en tant qu'inspecteur général, en tant que formateur en management, en investigation, audit interne, tout ça. Et effectivement, il y a une confusion qui n'est pas encore tout à fait levée, et c'est dommage. Et entre l'audit et les investigations et détections. Il y a des différences. D'abord par le temps que prend chacune des activités. Et des investigations, parfois, c'est d'abord intermittent, c'est ad hoc. Donc souvent, c'est à la suite d'une dénonciation, par exemple. Et ça peut être très long, parce que les preuves sont souvent très difficiles à collecter. C'est spécifique, alors que l'audit s'inscrit dans une certaine continuité, une mission planifiée, et les auditeurs qui bien formés, à une certaine recul, peuvent à peu près dire avec certitude que cette mission va peut-être durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Différents dans nos objectifs. L'audit est formuler une opinion, une assurance. Et d'ailleurs, les définitions internationales disent ce qu'apporte l'assurance. Et par exemple, sur les risques, et sur la gouvernance d'entreprise, sur la performance opérationnelle, sur la conformité. Alors que les investigations de détection sont des enquêtes de type inquisitorial, ce qu'ils ont de commun, c'est peut-être la conformité. Mais là, il faut démontrer qu'une fraude a eu lieu, il faut le documenter par la preuve. Et puis les investigations, souvent il y a des implications juridictionnelles, au-delà du juridique. Et donc l'investigateur a intérêt donc à faire un travail bien documenté avec des preuves. Évidemment, dans la pratique, souvent on mêle les audits, les investigations, détection de la fraude, bon, pour plusieurs raisons budgétaires. Et si c'est dans les pays francophones d'Afrique, les attributions des codes de contrôle ont été ainsi définis avec une pluralité d'objectifs. Il y a une certaine incohérence. Effectivement, des pays ont commencé à mettre de l'ordre là-dedans, en définissant clairement ce que c'est que l'audit, ce que c'est que l'évaluation du politique publique, des interventions publiques, ce que sont les investigations, etc. Et donc, ça bouge quand même, et je pense que d'ici quelques années, ce problème sera résolu. Bon, il y a beaucoup de méthodes de contractualisation que mes partenaires, beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine, vont développer sur la plateforme, sur comment on facture des contrats à prix fixe, comment on ajuste les coûts par rapport à quel critères. Parfois, on facture le niveau d'effort, le temps de travail, la durée de travail, et parfois, on cherche l'offre la moins disante, moins chère, ou l'offre la meilleure qualité, coût, etc. Et il y a des experts qui disent non, moi je ne vais pas travailler pour ces critères-là. En général, c'est des experts de classe internationale qui sont des best-sellers. Ils ont inventé des modèles, ils ont vendu des livres, ils sont best-sellers sur New York Times et tout ça. Et ils sont cherchés par une classe de VIP. Et ces gens, ils disent non, moi je facture la valeur ajoutée de mon travail. Et ça marche pour eux parce qu'ils ont la renommée, ils ont fait des publications, etc.
C'est un peu le drame sur le continent africain. Bon, n'importe qui est expert, alors que vous n'avez même jamais écrit un article ou un livre, et je le déplore. Je crois que la remise en ordre commence par ça. Et malheureusement, il semble qu'il faut patienter. Et donc, la typologie des fraudes aussi est vaste. Souvent, derrière, il y a la notion de faux. Fausse déclaration, fausse réclamation, fausse facture, fausse facturation, faux référentiel. Les données de CV, rien que les données de CV. Il y a peut-être beaucoup de fraudes aujourd'hui. C'est pourquoi les méthodes de recrutement ont tellement évolué pour prendre en compte cet aspect du faux dans les CV, par exemple. Les données d'identité. Et donc, le faux va jusqu'à les décomptes, les coûts, les duplications. Par exemple, certains donateurs, bailleurs de fonds, ont constaté parfois qu'ils financent le même projet financé par d'autres pour les mêmes opérations. Sauf que vous avez leurs propres auditeurs, leurs propres enquêteurs qui ont aujourd'hui introduit dans le processus d'investigation certaines priorités données aux duplications, aux doubles, aux multipaiements. Évidemment, là, parfois c'est très facile à informatiser, avec des même sur Excel, c'est facile de faire des tris à condition qu'on ait les données de la comptabilité qui conviennent, etc. Les conflits d'intérêts, c'est un grand problème sur le continent africain, avec la politique, etc. Les pots de vin, les cadeaux, les faux décomptes, les fausses livraisons ou l'absence de livraison. Sur les papiers, il y a les livraisons, mais en réalité, elles n'ont jamais été faites. Les substitutions de produits, de commandes, des vendeurs fictifs, des fractionnements, des achats non nécessaires, des achats à des fins personnelles. On utilise les ressources de l'entreprise ou de l'État pour acheter ses propres biens. Des sous-estimations et surestimations. Vous pouvez surestimer les bénéfices pour augmenter, par exemple, les primes de performance. Les stock options qu'on a vu dans des cas très célèbres comme MOL, etc. Donc, vous pouvez sous-estimer les charges pour augmenter les profits, etc. Et souvent, dans l'intention de frauder. Et souvent, ce sont les cadres qui faussent la mer. Et quand on regarde les scandales les plus célèbres dans le monde, effectivement, et je pense que au cours de la formation, vous verrez 2 ou 3 films plutôt, sur ces problèmes de fraude au niveau des cadres, avec l'affaire Herman et consorts. Gérer les risques. En tant que spécialiste aussi, vous devez apprendre à gérer les risques de fraude, à assumer les défis. D'abord, à faire du management des risques. Donc, ce matin, nous avons mis sur la plateforme un document très intéressant sur le management des risques qui vient vraiment expliciter tout ça en termes de conceptualisation, etc. Les risques en matière d'achat sont variés. Les risques du marché, des prix, au niveau des prix, par exemple, la rareté, de la rétention des stocks, les fraudes potentielles sur les coûts, les livraisons, les risques liés à la conformité, l'absence de politique et de stratégie anticorruption, le fait que le pays ou l'entreprise n'a pas construit une organisation résistante à la fraude, le respect des politiques d'intégrité, d'éthique, etc. Deuxième défi, c'est comment éviter les achats louches, peu justifiables. Les achats effectués en dehors du processus d'approvisionnement, par exemple. Parfois, on peut se demander pourquoi on va acheter vers ce fournisseur qui n'a pas de local, par exemple, et qui n'a pas de matériel d'approvisionnement. Ça devient louche. Les dépenses incontrôlées et coûteuses. Les achats difficiles à justifier au regard des besoins en investissement. Et les stocks démesurés. Vous dites qu'il a acheté je ne sais combien de tonnes, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette quantité pour cette entreprise, par exemple? Les pertes de revenus dues aux achats. Vous vous rendez compte qu'on fait des achats, mais c'est beaucoup plus source de pertes et de gaspillage que ça n'a aucun lien avec la raison d'être de l'entreprise. Il faut approfondir. Il n'y a pas un système de contrôle sur les achats. Donc voilà une deuxième catégorie de risques que, en tant que manager, en tant que spécialiste de la gouvernance, en tant que surveillant, c'est-à-dire auditeur, investigateur, vous devez approfondir lorsque vous constatez des choses de cette nature.
la longueur. Le processus d'achat est trop long. Pourquoi? La longueur anormale. Et pourtant, à la dernière minute, on a acheté une quantité impressionnante. Les délais réels sont plus longs que les délais qui auraient dû avoir lieu. Le processus d'approvisionnement a tardé à démarrer, de façon ne s'est pas déroulée de la meilleure manière possible, n'est pas clair, les spécifications techniques, pourquoi on achète plutôt, tout ça, c'est pas cohérent. Il faut approfondir. Les calendriers d'approvisionnement, les délais ont été prolongés de façon anormale, ou parfois même ont été très courts. Pourquoi? Le processus d'évaluation n'existe pas, on n'a pas démarré à temps. Et pourtant, on a acheté. Il y a eu des problèmes lors de la négociation des contrats. Ça mérite investigation. Autre aspect, autre défi, c'est des données exactes. Donc, l'inexactitude des données, c'est un indicateur qui a un problème. Par exemple, il manque de données exactes, pouvant faciliter la prise de décision. Les achats sont effectués sur des bases pas très claires, pas très rationnelles, et sur des données inexactes. Ça également, il y a un risque qu'il faut creuser. Et l'absence de données exactes déjà est un problème parce que en elle-même, elle peut conduire à des pénuries, à des excédents de stock ou avoir un impact direct sur les résultats de l'organisation. Donc l'inexactitude, ça devient un enjeu sur lequel l'investigateur doit prêter l'attention, à laquelle il faudra prêter une attention. Les achats stratégiques. Est-ce que dans l'organisation, il existe un processus d'approvisionnement clair, rationnel, continu, plus stratégique et collaboratif? Collaboratif, c'est important. Si c'est le président de directeur général lui-même qui achète, personne n'est au courant, qui signe tout, etc., on peut se poser des questions. C'est un aspect qu'on va approfondir dans les red flags que l'on verra. On parlera des dirigeants égotistes, par exemple. Donc, des achats stratégiques, est-ce que le processus d'achat qui existe permet à l'entreprise, à l'État, à l'administration, de tirer profit d'une solide stratégie d'approvisionnement? Est-ce qu'il existe une solide stratégie d'approvisionnement en place? Ça également, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Enfin, les défis, il y a certains défis qui sont liés aux fournisseurs. Être capable de gérer les fournisseurs, avoir un processus qui permet de les identifier, surtout d'identifier les bons fournisseurs, de suivre leur performance et surtout d'obtenir la garantie d'un approvisionnement stable de produits de qualité qui vous évitent par exemple des ruptures de stock qui vont retarder vos projets, vos publications, la livraison au client, si c'est un hôpital malade, si c'est une université publique, le déroulement des examens, je sais pas, tout dépend. Donc voilà un ensemble de points très importants sur les achats publics qu'on va approfondir. C'est un cours très cyclique où tout se tient. Et je pense que d'ailleurs à partir des prochaines séances, avec ce que nous venons de voir, nous allons commencer à mettre en ligne donc les premiers questionnaires de pré-diagnostic de la fraude. J'espère que cette présentation est utile et complète tout ce que nous avons déjà vu. Je pense aussi que de temps en temps, on va organiser des séances de mise au point, d'éclaircissement, et je pense que l'aspect webinaire, conférence en ligne concerne plutôt cela. Mais que les cours se déroulent vraiment sur notre plateforme SoftThinking donc Academy, ouvert sur cette très intéressante, très
ce logiciel qui me semble très intéressant, donc Screencast. J'espère que voilà, ça a été intéressant et que nous pouvons avancer ensemble vers les autres destinations. Merci et bonne soirée. Au revoir.